Est-ce qu'être grand est un désavantage au tennis de table professionnel? Pas si sûr, et je vais vous montrer un exemple aujourd'hui. Lui, c'est Tomislav Pucar, un Croate de 1,98 m et il sera l'objet de notre vidéo. Ainsi, à travers celle-ci, je vais tenter de vous apporter quelques pistes de réponse pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. Et par la même occasion, je vais vous présenter comme d'habitude un joueur que j'apprécie énormément. Et vous allez le voir, faites-moi confiance, mais il est assez spectaculaire. Reprenons les bases. Une table de ping-pong en largeur, c'est 1,52,5 m. Autant vous dire que pour Tomislav Pucar, c'est un véritable avantage car il peut couvrir l'entièreté de la table de par son envergure. Que ça soit dans le jeu court, à mi-distance ou loin de la table, il pourra aller chercher les balles sans faire trop d'efforts. Mais si on pousse cette dernière réflexion, cela va finalement nous amener à un inconvénient. Étant donné qu'il a moins d'efforts à faire, il va moins travailler son jeu de jambes et son avantage pourra alors devenir une faiblesse. De plus, il sera forcément moins rapide qu'un joueur d'1,70 m bien explosif. En général, déplacer un membre court est plus simple et plus rapide qu'un membre long. Pourquoi? Eh bien cela est dû à plusieurs facteurs, et comme je ne suis pas un professionnel, j'ai pas envie de trop mouiller et je vais vous donner des explications qui me semblent aussi rationnelles. Et surtout, n'hésitez pas à me corriger si je dis n'importe quoi. Bon, déjà, plus un membre est long, plus sa masse est éloignée du point de rotation. Il faut donc plus de force pour le faire pivoter rapidement. Ensuite, les fibres musculaires doivent contracter sur une plus grande distance, ce qui pourrait ralentir le mouvement initial. Et si on assimile ça au ping, eh bien ça pourrait ralentir les mouvements sur des contre-tops ou encore des blocs à la table. Alors, surtout à partir d'un certain niveau, notamment chez les professionnels, où le temps de réaction doit être extrêmement rapide. Là où chaque détail compte. Un joueur de grande taille doit également apprendre à fléchir les genoux plus que la moyenne, ce qui lui procure un effort supplémentaire tout le temps. L'avantage, c'est au niveau de la puissance. Les joueurs grands disposent d'une chaîne cinétique beaucoup plus longue, jambes, hanches, tronc, bras, poignets. Ce sont l'ensemble des segments du corps qui interviennent dans la production d'un mouvement. Et en gros, plus cette chaîne est longue et bien coordonnée, plus elle peut générer de la puissance. Et donc, des jambes longues offrent une impulsion plus forte depuis le sol, surtout en topspin. C'est pour ça que même nous, à tout niveau, on a l'impression que les joueurs plus grands ont des balles beaucoup plus lourdes et puissantes. Et après, il faut mêler avec la rotation du tronc, du bras, etc. etc. Bon, ensuite, un des désavantages potentiels pourrait également être le centre de gravité. Il est plus élevé, donc moins de stabilité dans les échanges rapides ou encore les contres. Les réflexes et la mobilité sur des déplacements latéraux peuvent également être légèrement moins vifs dans les échanges intensifs. Mais malgré sa taille, Pucar a su s'imposer au plus haut niveau. Il a pu pourtant battre des joueurs engageant des échanges extrêmement rapides et puissants. Alors il nous montre bien que la taille n'est pas un obstacle insurmontable. Mais il n'a jamais atteint le top 10 mondial. Alors, est-ce que c'est une défaillance technique, mentale ou physique? Et une nouvelle fois, le débat de la taille pourrait rentrer dans le questionnement afin de savoir si c'est un potentiel frein à son évolution ou non. Et pour information, les joueurs les plus grands que je connaisse à être entrés dans le top 10 mondial sont Vladimir Samsonov, 1,89 m, Matthias Falk, 1,91 m et Patrick Franziska, 1,90 m. Et Tomislav Pucar est le joueur le plus grand du circuit, devançant de peu Omar Assar qui fait 1,96 m. Je suis sûr que vous ne saviez pas ça. Et maintenant que je vous ai dit tout ça, je vais revenir sur Tomislav avant que nous regardions comment il opère en match. Ah oui, et si la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi vous abonner, vous êtes énormément regardé, mais une grande partie n'est pas abonné. Il y a aussi l'option rejoindre qui est disponible pour ceux qui veulent me soutenir financièrement cette fois-ci. Et merci encore du soutien et bon visionnage. Tomislav Pucar naît donc le 26 janvier 1996 à Pula en Croatie. Il découvre le tennis de table à l'âge de 6 ans dans un petit club local. Et très vite, son talent attire l'attention, mais aussi sa taille. À 12 ans, il rejoint le prestigieux club de Zagreb City Table Tennis Club, après avoir intégré le Zagreb Sports Gymnasium. Autrement dit, un établissement connu pour former les jeunes sportifs croates, un petit peu comme l'INSEP chez nous. Ensuite, tout va très vite. À 16 ans, il remporte son premier titre national dans sa catégorie. En 2013, il décroche l'or en double mixte et l'argent en double masculin au championnat d'Europe junior. Et en 2014, il fait ses premiers championnats d'Europe par équipe en senior et remporte même la médaille de bronze à Lisbonne. Il a également été champion d'Europe en simple en moins de 21 ans en battant même Kyudang en finale en 2017, Kyudang qui était l'objet de ma dernière vidéo si vous vous souvenez. Et c'est au championnat du monde de 2019 que Tomislav Pucar va faire une percée exceptionnelle en sortant 3 grosses têtes d'affiche. Et l'une d'entre elles est Dimitri Jovtcharov, l'ancien numéro 1 mondial. Et c'est une parfaite occasion pour moi de vous montrer quelle est la typologie de jeu de Tomislav Pucar.
Bon, nous y sommes, nous allons donc pouvoir constater comment il adapte son style de jeu vis-à-vis de sa taille face aux meilleurs joueurs mondiaux. À ce moment-là, nous sommes en 16e de finale, Ovtcharov est 12e mondial et Tomislav 58e. Et de par ce que nous avons dit précédemment, nous allons pouvoir bel et bien constater que Tomislav possède des coups très puissants des deux côtés, coup droit comme revers. Une fois bien placé sur ses appuis, ses coups sont extrêmement lourds, ce qui amène une difficulté à bloquer pour Ovtcharov. De plus, sa couverture de balle est impressionnante. Son envergure ici est un véritable avantage. Et honnêtement, faut y aller avant de pouvoir le lober. Et comme nous l'avions dit, il peut couvrir certains angles larges sans se déplacer autant qu'un joueur plus petit. De par ses grands segments, la majorité du temps, il suffit seulement de faire un pas de côté ou alors d'allonger le bras. Et justement, en parlant de ses bras, ils lui permettent de prendre beaucoup plus de balles au-dessus du plateau pour pouvoir par exemple flipper, ce qui est tout simplement un avantage énormissime, que ce soit pour lancer les phases offensives ou alors pour la gestion du jeu court. Et ce qu'on peut voir également avec Pucar, c'est qu'il semble avoir quand même une certaine agilité, il reste explosif malgré son grand gabarit. Pour les connaisseurs, je vais comparer avec l'allemand Stefan Mengel qui faisait 1m95 et qui semblait beaucoup plus lourd, en tout cas visuellement, et c'est un petit peu la même chose pour Matthias Falk. Alors bien sûr, il y a la taille, mais aussi la morphologie. Tomislav Pucar reste quand même assez fin. Et si mes sources sont bonnes, il doit faire à peu près 88 kg, donc pour sa taille honnêtement, ça reste très correct. Et pour information aussi, finalement, c'est Tomislav Pucar qui va s'imposer 4 manches à 3 face à Dimitri Ovtcharov. Et à cette époque-là, c'est très certainement la meilleure performance qu'il a pu faire de sa carrière. Bon, et puis juste parce qu'on pourra pas voir plus grande différence que ça, je vous montre quelques points de son match suivant. Tomislav Pucar est opposé à Koki Niwa. Est-ce que vous voyez un petit peu la différence de taille? Parce qu'en face, c'était très certainement l'un des joueurs les plus petits du circuit, 1m62 face au 1m98 de Tomislav. C'est hallucinant et on peut voir que les deux adoptent un style de jeu complètement différent aussi en fonction de leur morphologie et je trouve ça hyper intéressant de vous montrer quelques extraits. Et toujours pour information, c'est Koki Niwa qui va l'emporter, bon même si il y avait toujours une différence énormissime entre les classements mondiaux parce que Koki était numéro 8 mondial et Tomislav toujours 58. Mais le match était quand même bien accroché étant donné que Tomislav n'a perdu que 4 manches à 2. Bon, maintenant il est temps de conclure. Je suis désolé de vous décevoir, mais la finalité à cette question de départ est qu'être grand n'est pas forcément un désavantage si on adapte son style. Le tout, c'est de travailler en fonction de ça, cibler ses faiblesses pour les améliorer et ses points forts pour s'en servir. Je pense que c'est là l'essentiel. Après, la question peut se poser tout de même si on rentre au niveau de l'élite. Est-ce que ça a encore un rôle prépondérant ou non? Là, quand je parle de l'élite, je parle vraiment du top 10 mondial. A savoir aussi que j'aurais pu me pencher sur d'autres joueurs de grande taille. Ils ont tous un style différent et sur certains, les désavantages de taille se voient beaucoup plus que d'autres. En tout cas, j'espère sincèrement que ce style de vidéo vous aura plu. Moi, j'ai adoré faire cette vidéo. Et pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, eh bien, vous pouvez aussi répondre à la question et me dire quelle est votre propre taille. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt.